Parti un peu plus loin là. On est parti du côté du Maroc. Côté de Marrakech, oui, place Djebel Efna. Avec les charmeurs de serpents. Oui. Alors, c'est 2 années de coopération pour vous. C'est une rencontre, le Maroc. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais allé déjà avant. J'avais gagné avec un ami. On avait gagné un concours Air France. Enfin, c'était pour éviter 2 heures de philosophie un vendredi matin. Et on avait dit celui des 2 qui gagne, eh bien, il amène l'autre. Il y avait 2 places. Et lui était venu avec moi en se disant, c'est lui le meilleur en philo, c'est lui qui va gagner. En fait, moi, je n'ai pas fait de pub pour Air France. Vous voyez, j'étais déjà tout à fait inadapté. Lui a fait de la pub. Donc il est passé et il m'a amené, donc peu importe, le résultat était le même. Nous sommes allés au Maroc, on avait 17-18 ans. Et après, j'y suis revenu pour la coopération parce qu'il n'était pas question que je fasse un service militaire qui servait pas à pas grand-chose. Et voilà, je passais 2 ans là-bas. C'est la découverte vraiment de l'autre. Hein, vraiment avec un grand tas des autres, d'autres couleurs, d'autres. Alors on parlait d'odeurs tout à l'heure, oui, alors là, oui, les odeurs, les couleurs, le désert. Alors vous avez mis une musique de la plage du Malna, je veux dire, j'étais pas très souvent, ça c'est l'endroit des touristes. Moi au Maroc, dès que j'avais 2 jours. L'hôtel de France. Dès que j'avais 2 jours, c'était le sud. C'était le sud. Le désert, c'était. Le désert, ah oui, oui. Le désert, il y a toujours eu quelque chose de cet ordre-là. Bon, je disais aussi Jean de la Croix, bon voilà, c'est quelque chose de l'ordre du vide comme expérience de la solitude, du vide, une expérience spirituelle comme ça. Désert, désir. Et la Pologne. Oui, c'est mignon. C'est un titre de livre d'un auteur israélien. Ah bon? Qui je ne sais plus, j'ai oublié. J'ai lu ça il y a très très longtemps. Vous me le direz. Et alors le séjour en Pologne? Oui, et ensuite il y a le séjour, ça c'est beaucoup plus tard, c'est un séjour en Pologne, j'étais allé c'était un voyage universitaire pour étudier le théâtre en Pologne, etc. Et là je découvre Auschwitz, c'est quelque chose que je connaissais sur le plan intellectuel, mais quand je l'ai vu, là j'étais, quelque chose qui m'a sauté au visage, ça a été qui m'a complètement écrasé, c'est de voir que ça avait, je comprends un tout petit peu les révisionnistes, pourquoi ça peut marcher d'être révisionniste, de dénier le réel à ce point, parce que moi je le savais, j'y suis allé et je l'ai redécouvert. Et j'ai découvert cette espèce la dimension de la folie non décompensée, de celle qui peut nous menacer tout le temps, c'est-à-dire que ces gens-là avaient prévu, organisé le massacre à grande échelle, ils avaient prévu de découper l'être humain en petits morceaux, de récupérer les dents, de récupérer les lunettes, de récupérer les cheveux, etc. On est déjà dans la folie, mais plus que ça, et là c'est le summum, et là je veux dire, le psychanalyste, il a été ébranlé aussi, c'est qu'ils avaient prévu d'effacer les traces. Ça n'aurait pas eu lieu. Hein. Et ça, moi, quand je suis revenu, je n'étais plus le même, hein, je dois dire, et je ne suis plus le même. Et je ne suis pas le premier à dire ça, j'ai retrouvé ça chez Lyotard, j'ai retrouvé ça chez Adorno, c'est vrai que comment peut-on penser, et je crois que c'est un des thèmes, une des questions, je ne dis pas que c'est la question, mais c'est une des questions, comment penser après ça. Il y a eu des livres sur peut-on être croyant après Auschwitz, bon, c'est pas tout à fait mon problème, je pense que c'est beaucoup plus large que ça. C'est comment penser un monde dans lequel des gens ont été capables de faire ça. Voilà. Voilà ma question, et je crois que je n'ai pas de réponse, mais qu'elle est... ça ne se voit peut-être pas dans mes bouquins, peut-être que je n'ai pas encore assez écrit, mais c'est une question qui est là, permanente. Depuis Auschwitz, j'avais 30... oui, l'âge du Christ, 33 ans. Parce que c'est encore sous forme de questions. Ah oui. C'est pas... Comment répondre à une question pareille? Pour pouvoir répondre, il faudrait... peut-être que je n'ai pas assez plongé dans la folie ou dans la folie qui nous constitue chacun. Certainement, je n'ai pas plongé assez pour m'expliquer ça. Hein, j'aimerais pouvoir m'expliquer ça. Je peux m'expliquer beaucoup plus facilement. Je peux m'expliquer un assassin, je peux m'expliquer un malade mental, mais je ne peux pas m'expliquer le nazisme avec Auschwitz. Je ne m'explique pas ça. Il faudrait que j'arrive à comprendre quelle forme de jouissance ça peut représenter pour eux. Hein, je crois que j'y arrive pas. Je dois avoir des résistances importantes, mais en tout cas la littérature là, elle pourra peut-être m'aider. Je crois qu'un jour il va falloir que je fasse ce trajet. Ou en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans ce qui peut-être peut choquer les gens, dans le fait qu'on passe d'entrée ou d'hiver, on peut passer de... Votre livre, oui. D'enfants au sein maternel, d'enfants qui sortent de l'école et qui se disputent, d'enfants à qui on raconte une histoire tirée de... enfin une histoire de chien, etc., tirée des belles histoires de pommes d'api. On passe brusquement à un homme qui, aux États-Unis, viole une prostituée, la coupe en morceaux, ce qui est une chose que je n'ai évidemment pas inventée, mais que j'ai quand même choisi dans les faits divers de cette époque-là. Parce que je pense que le monde c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut passer la grande tendresse à la boucherie. Voilà, et bon, jusqu'à présent, ce qui est dans les livres, c'est peut-être justement cet inexplicable d'Auschwitz. Je voudrais aller plus loin.
Je voudrais arriver à le penser autrement. Est-ce que les philosophes et les mystiques que vous aimez, qui vous avez aidé comme ça à comprendre le désert, vous ont accompagné dans cette interrogation-là? Jean de la Croix, par exemple? Non. Non, parce que pas lui. Parce que Jean de la Croix, c'est plutôt les nuits obscures, etc. Et appliquer cette espèce de traversée de toutes ces nuits, de l'intelligence, du sentiment, de l'affectivité, de la raison et de la volonté, ça irait, comment dire, ce serait presque une illustration de la souffrance des gens qui sont passés par là. Et moi je trouve qu'ils sont passés par une telle expérience de solitude, par une telle expérience de souffrance. Ils ont été tellement laissés abandonnés et oubliés que on ne peut pas illustrer ça. Mais peut-être qu'égoïstement quand même, ce qui fait que ça m'est sauté comme ça au visage et que ça ne m'est pas quitté, c'est que peut-être ont-ils dans leur déréliction, toucher quelque chose qui est essentiel et que nous recouvrons, nous, dans notre vie quotidienne, par l'agitation, peut-être même par l'écriture. On essaie d'oublier, voilà. Et bon, l'écriture, c'est quand même pas fait pour oublier, donc ça fait retour. Quand vous abordez la psychanalyse, et surtout la psychanalyse lacanienne, oui. C'est aussi une rencontre importante de votre vie. Écoutez, la psychanalyse, on en a parlé quand je faisais des études de psycho, c'était un psychiatre qui nous a parlé de Freud, et c'était tellement irrecevable, tellement manipulateur, tellement nul, par rapport à la philosophie, par rapport à Husserl, par rapport à Hegel, etc., ou Spinoza, que j'avais, moi, complètement laissé tomber. Il a fallu que je redécouvre Lacan, plus tard, pour que là, Freud m'intéresse. Et pourquoi? Parce que Lacan, c'est quelqu'un qui dit la psychanalyse, je me souviens de l'époque, comment le déclic s'est fait, parce que Lacan disait que la psychanalyse c'est quelque chose qui se menait depuis le divan et pas depuis le fauteuil, parce qu'il n'appelait pas les patients des patients mais des analysants, parce qu'il y avait toute une algèbre qui interdisait qu'on puisse rentrer directement dans cette chose qui est dans ce continent noir, qui n'est pas simplement la femme, mais qui est l'inconscient. Hein. On n'y rentrait pas comme ça, et par cette algèbre lacanienne, par notamment les objets petits tas, le grand autre, la relation imaginaire, enfin, etc. Je ne veux pas développer ça ici. J'ai fait un retour à Freud en me disant, mais donc ça c'était chez Freud. Et puis Lacan disait, de toute façon, je ne fais qu'un retour à Freud. Donc j'ai fait ce retour à Freud, et là, bien sûr, c'est devenu tout à fait autre chose, et puis j'ai fait moi-même ce trajet pour moi. C'est-à-dire qu'après ce passage comme ça, Lacan qui vous a amené à Freud, vous êtes revenu de nouveau. Je fais attention parce que je sais qu'il y a des manières de prononcer Freud que vous n'aimez pas. Hein, bon. Freud, c'est dans triangulaire. Alors, vous êtes revenu à la philosophie, à la littérature, à Kafka en particulier, mais autrement. Ben oui, parce que quand on a fait un trajet analytique, je crois qu'on est changé. Hein, on est changé. C'est une expérience qui l'œil et l'oreille. Oui, ça ressemble un tout petit peu à une rencontre avec effectivement un grand auteur, avec un de ses vandales. Mmh. C'est un peu ça, sauf que là on le fait seul. Hein, et parce que quand même on n'a pas attendu la psychanalyse pour commencer à être changé à changer son regard. J'imagine qu'au XVIe siècle, il y avait quand même des gens qui pouvaient être changés par quelque chose d'autre que la psychanalyse. Hein, mais c'est vrai que la psychanalyse a changé même mon rapport à l'écriture, mais pas... Tout ça est parallèle, hein. Je veux dire, j'ai pas une... Moi, j'ai commencé à écrire à 14 ans, j'ai fait une psychanalyse quand j'avais 32, 33 ans, quand je suis arrivé à un âge qui pour moi était difficile, parce que c'était l'âge d'avant de mon père, donc c'était assez indépassable. Et là, je suis allé m'allonger. Hein. Donc, j'ai continué à écrire pendant, et c'est deux trajets parallèles. Alors, les modifications sont peut-être difficiles, parce que ça m'a donné un plus grand culot, un plus grand courage. Je crois que j'y suis allé là, plus, en me disant tant pis, vas-y. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme, et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Je retourne ma veste, toujours du côté. Donc, ce choix de cette chanson Jean Guéreski. Oui, ce n'est pas moi qui ai choisi, mais je trouve qu'elle tombe assez bien, j'aime bien. De ceux qui retournent leur veste. Ah oui. Ah, ils appartiennent à ceux que vous n'aimez pas, justement. De ceux dont le métier est de retourner leur veste, oui. Vous n'aimez pas le discours politique.
de manière générale. Non, je m'en veux de ne pas aimer le discours politique, en fait. Je m'en veux de toutes mes imprécations. Parce qu'en fait, c'est des choses que je ne sais pas retourner contre moi. Il n'y a que contre moi que je peux en vouloir. La psychanalyse m'a appris ça aussi. On ne peut rien demander aux autres, quoi. On peut se changer que soi-même. C'est tout. Bon, mais bon, tant pis. En même temps, c'est vrai que quand j'écoute un discours politique, c'est une souffrance, parce que bon, je suis pas obligé de l'écouter, vous me direz, mais c'est vraiment une souffrance. C'est du faux, c'est du vide, c'est des promesses en l'air. Bon, je crois que s'il y a un discours politique, c'est que les gens en demandent. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait prendre le problème. Pourquoi avons-nous tellement besoin qu'on nous raconte votez pour moi parce que tout va changer, alors qu'on sait très bien que bon, l'un ou l'autre, ce sera quasiment pareil, sauf peut-être quand même si des choses symboliques du type la peine de mort, etc. Bon, d'accord, ça compte. Moi je vote, mais bon, sans aucune illusion. Alors, dans le Trio Gulliver, ce livre, Jean Guéreski, le dernier livre que vous avez écrit, vous faites, enfin, les héros, je dis lapsus, monsieur l'analyste, les héros font une liste de détestation. Il y en a 193. Alors ils possèdent, et oui, ils font un recensement, parce qu'il y a des bis, il y a 53 bis par exemple. Ah oui, j'ai sauté, oui, j'ai mis des points de suspension. Voilà. Alors j'en ai relevé en me demandant comment vous alliez les justifier, peut-être pas. Il faut que je dise quand même quelque chose, excusez-moi de couper quelque chose avant, c'est que Trio Gulliver, ça voulait être un Bouvard et Pécuchet. Il doit y avoir une malédiction là-dessus. Je n'arrive pas, et même Flaubert, il a eu beaucoup de mal avec son histoire de faire une liste après des signifiants de la bêtise, dirais-je. C'est pas très bon. Bon, et moi je suis pas arrivé non plus. Donc vers la fin, qu'est-ce que je dis? Je dis ce que peut dire quelqu'un qui vit aujourd'hui, c'est-à-dire que l'imprécation, ça sert à rien du tout. Encore une fois, c'est raté. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. C'est raté. Ils font la liste de leur détestation, en fait, et ils se rendent compte que bon, quand on fait ce type de travail, on est marge d'abord. Dire je ne veux pas de discours politique, ça veut dire qu'on se fixe sur le discours politique et pour le nier. Bon, alors oublions-le. C'est beaucoup plus simple. Ça s'appelle la fixette. Oui, c'est ça. Alors là, vous dites, par exemple, communiquer. Ça vous ennuie. Enfin, ça les ennuie eux, disons, en passant par le biais, parce que surtout ceux qui disent cela comme une niquée. C'est chouette comme une niquée. Ça, c'est l'analyste qui a ouvert l'oreille. Parce que j'enseigne dans une UFR de communication où un certain nombre d'étudiants et de collègues même croient tout à fait que ça communique. Moi, comme, bon, il n'y a pas besoin d'être lacanien, mais enfin Lacan l'a dit tellement souvent, la platitude de la théorie de l'information, ça ne marche pas comme ça. La clinique, les rêves, les maux d'esprit, la maladie mentale montrent qu'il n'y a pas un émetteur qui sait ce qu'il dit. L'émetteur, il ne sait pas ce qu'il dit. Il le sait quand on lui renvoie ce qu'il a dit. Là, il commence peut-être à intuiter quelque chose qui serait, tiens, ah bon, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pourquoi j'ai une espèce de... Oui, là, je suis bien placé quand même. Je dirais que je suis de ce point de vue-là, j'en demande pardon à mes collègues, je suis au centre stratégique de la bêtise aujourd'hui. Au département de comme une niquée. Oui. Non, je ne parlerai pas du département, je dirais la communication au sens de la foi de notre siècle, qui a inventé la communication, parce que justement ça ne communique pas. Voilà, parce que c'est donner, parce que ne pas communiquer, c'est par exemple donner à voir au lieu de donner à entendre. Le donner à entendre, c'est du côté du divan, c'est du côté de la relation de duel, c'est du côté du non-regard, alors que même les gens qui vont faire des reality shows aujourd'hui, ils vont du donner à voir, ils viennent vous raconter leurs problèmes de couple en ayant l'impression que le grand autre est là qui les écoute, il va leur dire oui monsieur, oui madame, vous avez raison, vous êtes un gentil petit couple, il vaut mieux que vous viviez ensemble. C'est hallucinant, c'est le summum de l'illusion pour moi et de l'aliénation. Donc voilà, retournons-nous un tout petit peu du côté de la voix, du côté du... laissons cette voix résonner un peu dans le vide et n'ayons pas peur de ça. C'est là en tout cas que ça se passe, c'est là qu'est le désir. C'est là qu'est le sujet, c'est là qu'est la vie. Psychique. Si je dis psychique en disant le chic comme chic et mode et chic, ça oui, c'est ça aussi. Oui, c'est une des détestations oui, psychique, parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui avez-vous fait une analyse, c'est l'entrée en matière. Parce que sinon, si vous l'avez faite, nous sommes entre gens bien, et entre nous, sinon nous ne sommes pas entre nous. Moi, je ne regarde pas tout ça. Ça se voit. C'est un peu comme les... Vous voyez que j'avais raison. Au début, quand je disais que vous étiez quand même un peu rebelle. C'est un peu comme les chrétiens. C'est un peu comme les chrétiens. C'est pas la peine d'avancer ça, quoi. Je suis chrétien, ou je suis croyant, ou bien j'ai fait une analyse. Ça devrait se voir. Ça devrait se voir.
Ça devrait s'entendre. Oui, ça devrait s'entendre. Exact, merci. Et les journalistes qui posent 3 questions en même temps non plus, hein? Oui, ça va choquer, ça. Et qui Pourtant, font c'est pas votre cas. et n'écoutent pas la réponse, ceux qui croient utile de donner leur avis. Ça, c'est méchant. Hein? Quand vous dites la tendresse, etc., ça, c'est fiez-le. Oui, fiez-le, tout à fait. Je pourrais vous donner plein de noms, là, mais je ne vous en donnerai pas. Vous avez qu'à ouvrir la télévision et voir. On fait des débats, on invite des spécialistes, et puis vous avez la personne qui est la seule vedette, c'est la personne qui donne la parole. Lui, c'est tout déjà, donc pourquoi est-ce qu'il invite? C'est pas la peine. Et vous êtes là, vous dites, je vais écouter. Une fois, j'ai eu un collègue qui était un spécialiste de la mémoire à Bordeaux, je voulais écouter, je le connais, j'ai mangé avec lui, je l'ai entendu, il est passionné sur la mémoire, il est venu à une émission de Cavada, pour pas le nommer, dans laquelle il a dû dire 2 phrases. J'ai pas entendu ce type-là parler. Or, Cavada, il a rien à dire sur la mémoire, alors que mon collègue, il avait quelque chose à dire. Hein? C'est un otage. Oui, mais enfin, faut faire, j'ai envie de dire, faut faire son boulot, quoi. Hein, c'est comme si moi j'allais en cours, je dis aux étudiants, écoutez, vous en savez autant que moi, donc lisez. Et je vais rester 2 heures en silence. Non, c'est pas ça le travail. C'est pas ça le cadre. Alors toute la liste, alors les vieux cons qui pensent qu'après le déluge, les jeunes cons qui croient qu'avant eux il n'y avait rien, les hommes qui exhibent leurs femmes, les femmes qui exhibent leurs hommes. Ça existe ça, Jean Guéreski? Non. Vous l'avez pas vu, vous? Non. Non, bon, alors ça ne doit pas exister. Voilà, ceux qui aiment porter l'uniforme, ceux qui aiment porter l'uniforme. Oui. Les femmes qui disent ma mère... C'est peut-être pire, ça. C'est peut-être pire, oui. Les femmes qui disent ma mère était une femme formidable. Oui, les hommes qui disent mon père, ce héros, au sourire si doux. Oui, parce que, je vais pas justifier ça, enfin, quelle pantalonnade. C'est quand même EMR, c'est quand même Eken, Mélie et Rebecca qui racontent ça. Hein, et je les ai mis dans une position où moi je serais grotesque de penser ça. Donc évidemment je l'ai pensé, mais immédiatement je me suis été grotesque de le penser, mais écrivons-le quand même. Jean Guéreski, des gens très singuliers, alors personnalité aucune, pas de manie, pas de phobie, pas de collection. Oui. Mais des admirations. Ah oui. Hein? Oui, Beaumille Raval en particulier, Région du Charme, enfin beaucoup d'admiration pour des vivants et des morts. Mais enfin là, j'ai choisi un vivant parce que c'est un Tchèque, c'est Kafka, plus le brave soldat Schweik. Hein, c'est un homme superbe. Alors je peux vous dire, oui, c'est dans Les Noces dans la maison, la trilogie des souvenirs. Et mon mari a commencé à me raconter gaiement, tu vois, il existe déjà 1 million de livres dans le monde, et voilà qu'arrive un monsieur écrivain qui croit qu'il va faire un malheur, qu'il est le numéro 1, qu'attendent les lecteurs du monde entier, qu'il est ce champion de tennis en salle, qui va écrire quelque chose qui ébranlera le paradis de la lecture. Mais ma fille, je te dis une chose, il suffit d'écrire un tout petit livre, juste un tout petit message, quelque chose comme Les souffrances du jeune Werther, juste un petit écrit comme La Victua Nova, un petit recueil comme Une saison en enfer, une petite nouvelle comme Le silence de la mer. Je sais que chaque écrivain a trouvé sa propre passerelle pour arriver de l'autre côté de lui-même, qu'il a franchi la passerelle avec un texte qui n'appartenait qu'à lui, qui avait la structure biologique de cette personnalité solitaire. Et tu vois ma fille, Vladimir et moi, nous savons tous deux que nous sommes là à attendre que mon texte, Vladimir ses gravures, eh bien, ils seront numéro 1. Ma fille, ça vaut la peine d'essayer. Ma culture, elle vient uniquement pour que je n'écrive pas ce qu'ont déjà écrit d'autres gribouilleurs. C'est pour ça que je lis tellement, pour trouver cette fissure, cette place libre qui ne sera que pour moi. Alors, justement, cette place libre qui ne sera que pour moi, est-ce que vous avez quelques utopies, quelques illusions qui vous font avancer? J'ose pas dire désir, je n'ose pas. De toute façon, s'il y a un désir qui me fait avancer, j'espère bien, mais je ne le connais pas. Hein. Bon, c'est certainement pour ça que ça avance. Si je le connaissais, il faudrait que je le cultive, que je l'arrose tous les matins. Bon, bref, je veux dire, ça ce serait fragile comme une plante et ça finirait par dépérir. Non, le désir, c'est ce qu'on ne connaît pas. Bon, on peut avoir quelques petites lumières noires là-dessus, tangentes comme ça, mais on ne sait rien. J'ai oublié la question. Quelques utopies, quelques illusions. Oui, je sais pas, des utopies, des illusions. Peut-être l'illusion que encore, au moins le temps de ma vie, hein, je suis très égoïste, hein, après je tombe un peu dans les détestations dont j'ai fait la liste, peut-être qu'après moi ça me sera égal, mais peut-être quand même encore que les gens vont aimer la lecture, ils vont trouver que c'est indispensable, qu'un livre
qu'un livre, ça peut changer une vie, ou ça peut accompagner une vie, ou ça peut être, ou qu'un auteur mort, comme pour moi Kafka, est quelqu'un, moi j'ai dans ma bibliothèque, je vois très bien où il est en plus, quand je passe devant, pour moi Kafka c'est quelqu'un qui est, c'est pas une métaphore, il est vivant Kafka. Hein, j'ouvre un livre de Kafka, je suis pas seul, ça c'est extraordinaire, les gens s'ils découvraient ça, ils seraient vraiment changés. Hein, la télé c'est pas ça, le cinéma c'est pas ça. Et quand on regarde l'origine du monde de Courbet, pour vous c'est la même chose aussi, on en est changé? Ah oui, sauf que peut-être, bon, un tableau, c'est pas comme un livre. Un livre, il a pour lui justement sa faiblesse, c'est-à-dire d'être tout petit, on peut l'oublier dans un coin, on peut le porter avec soi. Mais l'origine de Courbet, bon, c'est vrai, c'est l'heure de l'image. Hein, je préfère le texte, mais c'est vrai que voilà un tableau. Voilà un tableau, c'est un peu que c'est le désir. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, on est bouche bée. Jean Guéreski, alors, les utopies, les illusions, autour de la lecture, autour de... Et les regrets? Pas de regrets. Pas de regrets parce que qu'est-ce que je vais regretter? Je prends un exemple. J'ai écrit mon premier livre, à 20 ans, Gallimard me dit oui, mais il faut y retoucher, etc. Donc je dis non, on ne touche pas à mes livres. Bon, hein. Et comme un jeune crétin, je rentre dans ma province et puis je traverse le désert pendant 20 ans, près de 20 ans. Bon. Je vais regretter de ne pas avoir été publié à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais publié sous la forme d'écriture? Je ne suis pas revenu en arrière, je ne veux pas que j'ai écrit 4 ou 5 livres qui n'ont pas été publiés, je ne me retourne pas. C'est que c'était pas bon, c'est que c'était pas moi, hein, j'étais pas abouti. Si je le retirais ce livre, c'est que j'étais pas d'accord quand même, sinon je l'aurais laissé. Je me serais dit le plus important c'est que c'est mon vieux qu'on te voit, qu'on t'écoute, qu'on sache qu'il y a un bonhomme qui s'appelle comme toi. Bon ben non quoi, c'était... je crois que j'ai accepté que quelque chose paraisse, hein, que les livres me fassent un sort sur le plan public quand mon écriture qui est pas parfaite, hein, mais elle est arrivée à un point où je pouvais dire oui ça c'est toi, voilà, avec tes limitations, avec ta gourmandise, avec ta folie, ça c'est toi et tu peux le risquer. Voilà, donc je ne vais pas regretter de ne pas écrire comme j'écrivais quand j'avais 20 ans. Hein, je saurais quoi aujourd'hui? J'aurais écrit certainement 20, 25 ouvrages, et parce qu'un livre, ça vous fait un sort tout de même. Quand ça a paru, c'est quelque chose qui est vous, et on écrit par rapport à ça aussi. Donc d'avoir attendu autant de temps pour sortir un livre, c'est bien. Je crois que ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a pas besoin d'être grand psychanalyste pour dire ça aussi. Je crois que ce qu'on fait, c'est que c'est bien fait. On ne pouvait pas le faire autrement. En tout cas, si on s'est trompé, ben, c'est que cette erreur, fallait la faire. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment pas une dérobade, j'ai pas de regrets. Profondément, je n'ai pas de regrets. Et j'ai pas de nostalgie non plus. Parce que la nostalgie, elle est complètement fausse. Je vois la façon dont les gens de la génération de mes parents fantasment la convivialité de leur époque. Mais c'est faux tout ça. Ils étaient aussi égoïstes, aussi fermés, mais de toute autre manière. Hein, je n'ai nulle nostalgie, je n'ai pas de regrets. Hein, bien sûr, on peut avoir on peut se dire quand quelqu'un est mort, aurait dû être plus présent, mais même là. Hein, si on n'a pas été présent, c'est que vous ne pouviez pas être présent à ce moment-là. Hein, je crois que vraiment les gens font ce qu'ils peuvent. Hein, et si les autres comprenaient ça, je crois que tout irait mieux dans les rapports entre les parents et les enfants, dans les rapports entre les adultes, dans les rapports de couple, etc. Je crois qu'il faudrait que les gens soient persuadés de ça, chacun fait ce qu'il peut. J'ai du mal à le comprendre, que chacun fait ce qu'il peut. Oui. Ben oui, peut-être que c'est difficile à comprendre. C'est difficile, oui. On a cette impression d'une sorte de fatalisme qui pourrait s'installer. Ah non, je trouve pas. Il y a certains, oui, un déterminisme, mais il est interne ce déterminisme. C'est le déterminisme, on pourrait dire le déterminisme inconscient. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être autre chose que ce que vous désirez profondément être, ou alors vous ne l'êtes pas. Bon, vous n'y arrivez pas, mais c'est ça votre aventure, c'est de ne pas y être arrivé. Ça tient très très profondément, c'est par là que le réel, votre vérité tient au réel, c'est aussi bien dans ce que vous ne pouvez pas faire que dans vos nostalgies. Ben, il y a des gens qui vivent dans la nostalgie, c'est-à-dire que leur réel à eux, c'est la nostalgie, c'est le regret. Et je serais très étonné quand on leur dise, votre regret, c'est vous, aujourd'hui. Vous n'êtes que regret, vous n'êtes que plainte, vous n'êtes que larmes. Bon, ben, moi j'espère d'autres choses.
analyste qui a cessé de l'être pour l'instant, professeur toujours à l'université. À qui voudriez-vous dédier cette émission? Je peux le dédier, oui, alors d'une part, bon, je veux dire que ce que j'ai dit, c'est pas gravé dans la pierre, donc tout ça est très boiteux, en marche, etc. Alors je vais le dédier peut-être à des gens boiteux et en marche. J'aimerais bien d'abord le dédier à une amie roumaine qui est en France, qui est venue passer un an en France comme lectrice et qui a trouvé le moyen de faire une pneumonie et d'être aujourd'hui à l'hôpital de Montpellier. Alors je voudrais le dédier à elle. Elle est présente dans Montée en première ligne. J'en ai fait quelqu'un qui vivait à l'époque de Freud, qui avait une plaque de traductrice dans une rue de Freud. Elle s'appelle Anka, c'est son prénom. Et puis d'autre part, je voudrais le dédier, puisqu'on est dans la marche, je voudrais le dédier à je vais me faire arracher les yeux si je dis ça, mais au retour, à une adolescente. Elle voudrait que je dise une jeune femme. C'est une jeune femme, c'est celle qui est née le 20 septembre 1979, c'est-à-dire celle par quoi l'hiver commence, celle qui est née le jour de l'assassinat de Goldman, qui est ma fille, enfin ma seconde fille et mon troisième enfant, qui a donc 17 ans. Et qui est, c'est l'année du bac, l'année du bac de français. Et elle est, c'est à elle que je voudrais elle a au programme des auteurs qu'elle n'aime pas. Elle a Malraux. Alors bon, certainement est-elle influencée par son père. On voit les hommes politiques, etc. Tout ce qu'on a pu dire. Elle souffre énormément, alors qu'elle adore Baudelaire. Voilà, c'est à elle essentiellement que je dédie cette heure. Son nom? Elle s'appelle Cécile. C'était des gens très singuliers avec Jean Guéreski à lire, trio Gulliver, monté en première ligne comme dans un berceau, aux éditions Julliard. Jacques Vincent, Gaël Amaillon, Francesca Piolo. Nous nous retrouvons le dimanche 16 février, puisque dimanche prochain vous avez rendez-vous avec les politiques, et nous serons avec Philippe Barraquet, musicothérapeute. Bonne journée à l'écoute de France Culture. Je vous laisse en compagnie de Patricia Dution.